lycée, et un bac féminin, il a fallu attendre l'après-Première Guerre mondiale pour que soit créé un bac féminin. Il y avait des dérogations, évidemment, il y avait des dérogations, mais enfin, bon, vous vous rendez compte. De même que la scolarisation de la formation professionnelle, l'intégration d'une formation professionnelle dans le cadre de l'instruction publique, ça a mis du temps aussi. Jusqu'en 1914, ça relevait du ministère du Commerce et de l'Industrie. Bon, il y a un autre dualisme qui est le dualisme public-privé, mais le privé est soumis aux mêmes oppositions concernant le primaire et le secondaire. Par exemple, ici à Tarbes, ceux qui allaient à Saint-Joseph n'avaient pas le même type d'enseignement que ceux qui allaient à Jeanne d'Arc. Bon. Parce que c'était aussi le fameux dualisme primaire-secondaire. Bon. Donc le dualisme public-privé, c'est autre chose. Alors, je vais voir, parce que peut-être que je repousserai une présentation de cette problématique depuis le XIXe siècle, avant que Pascal Castillo et Sylvain Lorinet n'interviennent sur l'enseignement catholique dans les Hautes-Pyrénées. Bon, on verra ça. Et après, on terminera, mais alors probablement début janvier, le réseau scolaire aux Pyrénées entre 1802 et 1940, car j'ai besoin d'aller aux archives, et les archives, elles vont pas rouvrir mardi. Ah, on m'avait dit le 25-26. Ah oui, c'est 25-26, oui, donc c'est ça, oui. Et oui, exact, oui. Non, mais au départ, ça devait rouvrir fin octobre pour le public, et puis mi-novembre, et puis ça a toujours été repoussé. Bon. Après, j'ai découvert, ça c'est quelque chose, c'est que le personnel doit se réhabituer pour aller chercher les archives où elles sont. Et c'est vrai qu'actuellement, il faut se réadapter, quoi, par rapport à ce qui était aux anciennes archives. Bon. On a vu les anciennes archives à la télévision l'autre soir, je ne sais pas si vous avez vu, parce que... Oui, voilà, il y avait une émission sur France 3, La France en vrai, mais c'est tardif, on peut le revoir en podcast, je pense. Un documentaire sur les cagots, qui était quelque chose d'intéressant, qui montrait de très belles images du Val d'Azun, d'ailleurs. Et alors, évidemment, c'est une fille et son père qui étaient à la recherche d'ancêtres, et donc ils vont aux archives, dans l'ancienne salle, et ils ont la chance, eux, d'être guidés par l'archiviste lui-même. Oui, je ne sais pas quand c'est que ça a été tourné, mais enfin, bon, c'était dans les anciennes archives, quoi. Bon, on peut regarder avec nostalgie maintenant. Bien. Alors, je reviens, je vais passer, on avait eu la période de Napoléon Ier à Jules Ferry, je vais revenir à la troisième partie du plan, je redéfile ce dont j'ai parlé la dernière fois, je reviens à l'apogée du dualisme en 1914. Mais je vais essayer de passer plus rapidement, parce que je voudrais qu'on termine avant 13h30. 15h30, je voudrais arriver à la réforme Haby, pour montrer ce qu'elle a apporté. Et puis, si on pouvait avoir 10 minutes, un quart d'heure, chacun pourrait... Parce que tout ce dont on parle, finalement, on l'a vécu. Mais on est dans les rails, on est dans l'institution, à la place où on nous a mis. Chacun, du moins. C'est maintenant, a posteriori, qu'on peut peut-être comprendre. Mais à l'époque, en tant qu'élève, on n'était pas très au fait de la case dans laquelle on nous avait mise. C'est a posteriori qu'on peut y réfléchir. Et puis vous pouvez peut-être réfléchir chacun peut réfléchir aussi par rapport au cursus ou à ce qu'ont fait les parents au niveau scolaire, et puis à ce qu'ont fait les enfants, voire les petits-enfants, et voir comment c'est aujourd'hui. L'enseignement primaire en 1914, je rappelle qu'il a été défini par une loi de 1886 due à René Goblet, qui était ministre de l'instruction publique à cette époque-là. Jules Ferry était le président du Conseil, comme on disait à l'époque, donc le Premier ministre, si vous voulez, le chef du gouvernement. Et le système voilà un personnage aussi qui a joué un rôle très important, qui n'a jamais été ministre,
Il a été parlementaire, mais c'est Ferdinand Buisson, c'était un grand spécialiste de l'éducation nationale, un théoricien, qui a exercé une influence pratiquement jusque dans les années 20-25. Personnage intéressant et qui a théorisé tout le système, qui a travaillé avec Jules Ferry au départ et qui a même travaillé avec Édouard Herriot quand Édouard Herriot a été ministre de l'instruction publique après la guerre. Alors le primaire s'organisait en 3 parties, l'école maternelle, l'école élémentaire et le primaire supérieur. Bon, je rappelle que c'était l'école du peuple. Bon. Donc, l'école maternelle, bon, évidemment, c'est intéressant là, parce qu'on affirme la nécessité d'une école maternelle. Mais c'est pas pour autant qu'on va en créer partout. Vous savez qu'on va demander du temps, ça va demander du temps parce qu'il y ait des écoles maternelles qui se développent. À l'époque, il y avait des salles d'asile, des salles d'asile où on faisait de la garderie, où on donnait une instruction, etc. Et puis, dans d'autres endroits, il y avait ce qu'on appelait des classes enfantines. En fait, c'était des sortes de super garderies, quoi. Et tout ça a été transformé en école maternelle. Bon. Après, à 6 ans, on entre à l'élémentaire. Bon. Et on va à l'élémentaire jusqu'à 12 ans environ, à l'école, dans le cadre du primaire. Et l'enseignement primaire forme un tout jusqu'à 12 ans. Et ça se termine par le fameux certificat d'études primaires. L'unité institutionnelle, l'organisation s'est mise en place progressivement, puisque à partir de d'une loi de juillet 1889, je rappelle, les instituteurs ont été payés par l'État, alors que jusque-là c'est les communes qui les payaient. Donc l'État paye les maîtres, qui deviennent des fonctionnaires publics, et la commune paye les locaux. Voilà. Alors, ce réseau d'écoles, il évolue peu depuis les années 1880 jusqu'à 1940. Il y a environ 80 000 écoles publiques plus privées. En 1906-1907, on recense 68 128 écoles élémentaires en France. En 1913, 69 363 et en 1937, 69 258. Donc le nombre d'écoles primaires, d'écoles élémentaires publiques n'a pas beaucoup évolué. Le privé représente aussi autour de 12 981 en 1913, 12 332 en 1937. Bon, en gros, on peut dire que le public scolarise 85% des élèves tout au long de la période et le privé 15%. Bon, les contenus, le primaire a connu à peu près des programmes constants de Jules Ferry ou des principes, enfin, adaptés bien sûr, mais des programmes constants entre Ferry et la Ve République. Il y a eu des réformes peu nombreuses. Les instructions de 1887 qu'avait rédigé Ferdinand Buisson ont été modifiées en 1923 par Paul Lapie, qui était un homme aussi qui s'intéressait beaucoup à tous ces problèmes pédagogiques et qui a travaillé dans la direction de l'éducation nationale. Ensuite, on aura des modifications en 1945 et puis en 1948. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. Parce que l'urgence, c'est de former la masse de la population pour les amener au certificat d'études. Néanmoins, et c'est pour ça que je parle des écoles primaires supérieures, qu'est-ce qu'on fait des meilleurs qui sont à l'école primaire, à l'école élémentaire? Il faut leur proposer quelque chose à la sortie. Puisque, je rappelle que c'est 2 enseignements parallèles, secondaire et primaire. Donc, le primaire supérieur va permettre un débouché à partir de... alors, les écoles primaires supérieures, on les expérimente sous le Second Empire. Ça s'appelle un enseignement spécial, mais essentiellement un enseignement technique et professionnel.
au départ. Et puis, à partir de 1886, donc la loi de 1886, on y introduit un enseignement général moderne. Bon. C'est-à-dire, on enseigne des disciplines générales. Ça dure à peu près 3-4 années. Ça va jusqu'à de 13 ans à peu près jusqu'à 17-18 ans. Bon. Et le nombre d'élèves des écoles primaires supérieures qui suivent la formation générale va aller en augmentant. En 1913, 13% seulement sont dans les sections professionnelles et les autres sont dans les sections générales. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi un enseignement général court, qui se termine par un brevet qu'on appelle le brevet supérieur. Bien. Alors, pour ceux, parce qu'il n'y a pas assez d'écoles primaires supérieures, mais dans certaines écoles élémentaires, dans certaines petites villes, ça touche surtout des bourgs, mais aussi des grandes villes, mais dans les petites villes, on a créé, ou dans les petits bourgs, on a créé des cours complémentaires. Des cours complémentaires où les élèves qui viennent de l'élémentaire vont faire 2 années supplémentaires, de 12 à 14 ans, et ils en sortent avec le brevet simple. Bon. Alors, c'était une nécessité, parce que la société évolue. On a créé par exemple les postes, on a développé les postes, on développe les facteurs, mais il faut des commis en écriture, il faut que les facteurs aient une connaissance en géographie, etc. Donc il va falloir former tous ces gens-là. Et c'est un peu le but aussi des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires. De la même façon, le chemin de fer se développe, mais il y a des employés dans le chemin de fer. Et donc il faut former aussi ces gens-là. On forme aussi pour les administrations des commis aux écritures, c'est comme ça qu'on disait, des employés de bureau, des employés de commerce. Donc il faut ouvrir l'accès à ces carrières par une formation qui ne nécessite pas des études secondaires. D'autant que, entre parenthèses, à cette époque-là, fin 19e, début 20e, les études secondaires, la clé des études secondaires, c'est le latin. Bon, et les humanités classiques. C'est pas nécessaire pour être facteur ou pour être administrateur dans les postes. Bon. Je dis ça sans aucun mépris, c'est leur point de vue à eux. Et les concours, on entre dans toutes ces fonctions par des concours administratifs, les PTT, les chemins de fer, etc. Donc, ça suppose une formation générale minimale. Et c'est cette formation-là qui est l'objectif assigné, du moins à l'époque, aux écoles primaires supérieures et aux cours complémentaires. Mais alors, ensuite, les meilleurs élèves, qu'est-ce qu'on va leur proposer dans ces écoles primaires supérieures ou cours complémentaires ? Eh bien, on va leur proposer le concours de l'école normale d'instituteurs. Bon, vous savez tout ça à certaines époques, évidemment, surtout dans l'entre-deux-guerres, par les souvenirs, ce qu'on a pu me raconter dans ma famille et par un tas de gens qui ont vécu à cette époque-là. À certains, on leur proposait de rentrer à l'école normale et de devenir instituteur, ce qui était une promotion sociale considérable. Ce qui était Et puis, bon, à l'époque, l'instituteur jouait un rôle qui du moins était perçu comme étant une sorte de personnage notable en quelque sorte dans le village. Il jouait un rôle important. Mais ça relèverait d'une étude intéressante, d'une analyse de ce qu'ont fait les instituteurs. On pourrait faire un relevé au XXe siècle au moins, au XIXe, et voir un peu leur carrière. Et je suis sûr qu'après, dans un deuxième temps, quand on recouperait tout ça, le nombre de gens qui se sont engagés dans la vie sociale, culturelle, sportive, etc., ils ont joué un rôle d'animation très important, tous ces gens-là. Bon, comme les curés auparavant ou en parallèle, c'est pareil. Donc ces écoles, elles ont une finalité professionnelle et culturelle, bon, aussi. Alors les meilleurs, donc 7 à 8% vont dans les écoles normales d'instituteurs, et on va même proposer ensuite
aux élèves des écoles normales d'instituteurs qui sont le nec plus ultra, on va leur proposer de passer des concours d'école normale supérieure. Alors, il existait 2 écoles normales supérieures, qui existent toujours d'ailleurs, la rue d'Ulm et Sèvres. Sèvres pour les filles, qui avait été créée enfin pas Sèvres, Sèvres ça a été créé sous la Troisième République, mais la rue d'Ulm ça avait été créé sous Napoléon Ier. Bon, alors on va créer 2 autres écoles normales supérieures, Saint-Cloud pour les garçons, ça a été créé en 1882, et Fontenay-aux-Roses. Il y a une chanson là, je suis tombé amoureux de tout un passionnat, j'oublie le nom du chanteur. Hein? Oui, le Forestier, voilà. Ben, c'était le passionnat dont j'étais amoureux, c'était Fontenay-aux-Roses. Fontenay-aux-Roses, où on va former des futurs profs d'école normale. Alors des futurs profs d'école normale ou des futurs inspecteurs, etc. Hein. Bon, Saint-Cloud pour les garçons, Fontenay-aux-Roses. Alors, ça existe. Saint-Cloud n'existe plus à Saint-Cloud. Elle a été déplacée à Lyon. Hein, mais maintenant, c'est 2 écoles mixtes. Les littéraires. Alors, je ne sais pas, je dirais pas de bêtises parce qu'ils ont séparé selon les disciplines. Mais bon, Saint-Cloud et Fontenay ont duré jusqu'à la fin du XXe siècle. Et évidemment, ils formaient plus uniquement aux profs d'école normale, c'était fini ça, mais ils préparaient des agrégations, ils étaient en concurrence avec les 2 autres écoles normales supérieures. Bon, bref, donc, ce que je voulais vous dire, c'est un circuit fermé. Hein, on est dans un circuit fermé. Depuis l'école élémentaire, jusque, pour les meilleurs, on les amène, si possible, à la formation à Normal Sup pour devenir prof d'EN. L'historienne Françoise Mayer, qui a beaucoup travaillé sur cette question, dans l'histoire générale de l'enseignement de l'éducation en France, écrit ceci: « Le primaire assure l'ascension sociale de ses meilleurs éléments au prix d'un enfermement sur lui-même. » Hein, c'est un circuit fermé. Alors, à côté, le secondaire est aussi un circuit fermé. Mais en 1914, hein, mais le secondaire a quelques problèmes en 1914 parce que il doit faire face à il y a des débats, la bataille classique moderne, et puis la stagnation des effectifs. Le secondaire au XIXe siècle, c'était donc l'école de la bourgeoisie. Je vais citer tout de suite un philosophe, Edmond Gobelot, qui a travaillé sur cette question, qui était lui-même normalien supérieur, agrégé de philo, et qui a fini, je crois, à la faculté de Lyon. C'est aussi un sociologue, beaucoup s'initient à la sociologie. Et il avait dit qu'une formule qui peut faire hérisser le poil aujourd'hui, les cheveux sur la tête, hein, pour ceux qui en ont: le bourgeois a besoin d'une instruction qui demeure inaccessible au peuple, qui soit la barrière. Le bac, voilà la barrière sérieuse. La barrière officielle est garantie par l'État qui défend contre l'invasion. Quelle invasion, hein? Bon, c'est-à-dire qu'en fait, on se constitue un précaré, quoi. Et c'est lui qui avait baptisé le bac un brevet de bourgeoisie, mais au masculin, ajoutent certains aujourd'hui, hein, puisque les filles en sont exclues. Bon, donc le secondaire au XIXe siècle, il juxtaposait 2 types de formation: les humanités classiques, hein, qui se suffisaient à elles-mêmes pour conduire à des études essentielles pour l'époque, c'est les études juridiques et médicales. Bon, de l'autre, le secondaire avait des classes prépa pour les aspirants aux grandes écoles de l'État. Parce que l'université au XIXe siècle n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Napoléon Ier, il a mis en place des grandes écoles. Alors on connaît Polytechnique, etc., etc., mais la médecine, c'était pas des facultés, c'était des écoles de médecine. Ça s'appelait école de médecine.
Après, dans le courant du XIXe siècle, ça a pris le nom de faculté. Le droit, c'était des écoles de droit. Et on voit quand on fait les biographies de gens, on dit il a fait l'école de droit de Paris. Alors on se dit mais c'est quoi l'école de droit de Paris? Ben c'est la fac de droit. Bon, c'est tout simplement ça. Il y a des écoles de chimie, il y a des écoles de mathématiques. Bon, bref, on a un enseignement supérieur qui en fait de la recherche plus que de la formation. C'est pour ça qu'ils exigent une formation très solide au niveau des lycées. Alors, il y a une formation, par exemple, pour le droit, l'école de droit, c'est une formation professionnelle en quelque sorte. Hein. Et on y fait de la recherche. Et on donne aux gens une formation professionnelle, mais voilà, ça n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Mais je ne veux pas entrer dans ce détail. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, des écoles de droit, il y en avait 9 dans les années 1880. Il y avait l'école de droit de Paris, de Strasbourg, de Toulouse, d'Aix, de Grenoble, de Caen, de Rennes, de Dijon et de Poitiers. Point final. Bon, souvent d'ailleurs, c'était des facultés qui remontaient au Moyen-Âge, pour certains. Bon. C'est en fait un personnage très important, mais je me contente de le citer, Ernest Lavis, qui a fait changer, réformer tout le système d'enseignement supérieur à la fin du XIXe siècle. Alors, entre le moment où des lois ont été votées à la fin des années 80, 1880, et le moment où elles sont appliquées, il s'est écoulé du temps comme toujours. Mais il est avec d'autres, des générations de grands universitaires qui ont essayé de faire évoluer. Bon. Alors, en particulier, il y a un domaine où il a fallu secouer le cocotier dans l'enseignement secondaire, c'est l'enseignement classique moderne, d'où cette bataille. Ce n'est que vers le milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, qu'on a créé un bac scientifique. L'an dernier, j'avais parlé d'Eugène Thénault. Eugène Thénault, il avait passé le bac scientifique, mais c'était un des premiers, dans les années 1850. Bon, le nec plus ultra, c'est effectivement l'apprentissage des humanités classiques. La version latine, la dissertation en français, l'étude de texte, tout ça, ça a pour objectif la formation de l'esprit. C'est ça qu'on veut développer. Bon. Mais alors, progressivement, il a bien fallu intégrer un enseignement des sciences. En 1880, on s'est aperçu que depuis 1860, le nombre de lycéens, de garçons lycéens, qui étaient dans la section scientifique avait augmenté de 35%, alors que celui des humanités classiques n'avait augmenté que de 20%. Donc il y avait un besoin. Alors il partait de plus bas, bien sûr, mais il y avait un besoin. Alors en 1891, pour la première fois, on tente un bac moderne, c'est-à-dire sans latin. Et en 1902 est introduit officiellement un enseignement moderne. Bon, alors, il y a dans le premier cycle, donc de la 6e à la 3e, il y a une section A qui est classique et une section B qui est moderne. Bon, et on va déboucher sur la création du fameux bac philo et du bac sciences. Voilà. On en est là à la veille de la guerre de 14-18. Et le problème, c'est que le nombre d'élèves n'a pas trop bougé entre 1880 et 1930. 3 à 4% seulement d'une classe d'âge fréquentent le lycée tout au long de la période. En 1881, 1% d'une classe d'âge avait le bac. 1%. En 1911, 1,1%. En 1926, 1,6%. En 1936, 2,7%. Je vous rappelle qu'un ministre qui s'appelait Chevènement avait dit 80% de classe d'âge au bac. Bon. Alors, non, mais c'est pour vous montrer quand même que, bon, il y a
Tout ça, c'est des débats qui sont toujours récurrents. Bon, alors, le problème de l'enseignement primaire, il est assez bien installé en 1914, on peut dire qu'il est à son apogée. L'enseignement secondaire, il est secoué par justement la bataille entre les classiques et les modernes. Bon, et les effectifs stagnent. On va passer à la Première Guerre mondiale va chambouler beaucoup de choses. Et c'est ce que j'ai marqué là, le débat sur l'école unique issu des tranchées de 1914-1918. Il faut, alors, avant de parler à ça, parce qu'on va avoir le débat sur l'école unique, hein, l'histoire de l'institution scolaire au XIXe siècle est dominée au XXe siècle est dominée par l'héritage du XIXe siècle. Parce que l'enseignement a été structuré au XIXe siècle en fonction de la société du XIXe siècle. Hein. Mais après, la société, elle évolue. Au XIXe siècle, on a l'école des notables et l'école du peuple, mais ça traduit la situation de la société. Cela dit, depuis, il y a des classes moyennes qui sont apparues, ou qui commencent à apparaître, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Donc, on a une structure sociale qui évolue. Et donc, le système scolaire devrait également évoluer. Seulement, le problème, c'est que le système scolaire, il s'est construit et il s'est tellement bien construit qu'il est un peu bloqué. Hein, il est bloqué à certaines évolutions. Hein. Chacun se suffit à lui-même. Le primaire a son secondaire, entre guillemets, avec les écoles primaires supérieures, et le secondaire a son primaire avec son petit lycée, ses petites classes, de la 11e jusqu'à la 6e. Bon, alors, là-dedans, on a deux ordres d'enseignement, avec des gens qui ont été formés, qui ont acquis une mentalité, et on a, si vous voulez, deux ordres d'enseignement qui est chacun prisonnier de son propre univers. Hein. Et bon, alors, on avait dit que les écoles normales étaient une fabrique de curés laïcs, par exemple, mais il y avait, à l'école normale, on vous éduquait aussi dans un état d'esprit bien particulier, etc. Vous croyiez au système. Et dans le secondaire, les gens aussi, ils défendaient mordicus leur conception. Donc on va avoir une difficulté, justement, quand des gens vont dire « et si on fusionnait tout ça ?» eh bien, ça va donner lieu à des affrontements. Hein. Bon, j'étais sur la queue de comète, c'était juste après la réforme Abi, mais les débats, Dieu sait qu'il y en avait, en particulier dans l'équivalent du premier cycle, quoi, hein, dans les collèges. Alors, en avril 1918, un groupe de mobilisés universitaires ont fondé une association qui s'appelait les Compagnons de l'Université Nouvelle. Alors c'était animé par de futurs universitaires, parce que c'est des gens qui avaient fait la guerre. Par exemple, un futur professeur de littérature comparée à la Sorbonne, Jean-Marie Carré, qui fut un des premiers. Il y avait un physicien de Caen qui s'appelait Ludovic Zoretti, le philosophe Léon Brunswick, qui est peut-être le seul dont on se souvient du nom. C'est pas forcément des gens qui ont été connus plus tard, mais tous ces gens-là ont publié de nombreux articles pour défendre l'idée que, même à foi, on avait fait la guerre dans les mêmes tranchées, hein, pourquoi tout le monde n'irait pas sur les mêmes bancs de l'école? Voilà. Hein, ça, c'était quelque chose d'important. Bon. Et alors, ils vont être relayés par des spécialistes de l'éducation. En particulier, quelqu'un comme Ferdinand Buisson, eh bien, il s'empare du sujet, Ferdinand Buisson, ainsi qu'un autre théoricien spécialiste qui est Paul Lapie, qui est ici au milieu. Bon, je parlerai du troisième après. Ces gens-là, dans la revue pédagogique en 1922, Paul Lapie
Mais un article anonyme, on a su que c'était lui plus tard, parce que c'était pas un odeur de sainteté, a commencé à défendre l'idée d'une école unique. Alors quand il entend école unique, lui, il entend une école unique depuis 6 ans jusqu'à 18 ans. Alors, l'idée va faire son chemin avec Ferdinand Buisson, qui va défendre cette idée au sein du Parti radical. Ferdinand Buisson, il est membre du Parti radical à l'époque, qui est un parti de centre-gauche, mais qui est prépondérant encore dans les années 20. Et il va convaincre les radicaux de défendre l'idée de l'école unique. Et ils vont en faire leur cheval de bataille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va trouver par la suite pas mal de ministres de l'éducation nationale, mais qui ont été formés à cette époque-là et qui ont vécu cette époque-là, qui vont défendre à fond l'idée de l'école unique. Bon, ce qui est intéressant, c'est que au sein de la SFIO, plus à gauche, la section française, le Parti socialiste, si vous voulez, et puis au sein du Parti communiste naissant, surtout au sein du Parti communiste naissant, on est réticent à l'idée de l'école unique. Parce que, alors il y a toute une série de littérature, de documentation, de discours dans le débat. On dit, mais attention, avec ce système, vous allez prendre les meilleurs élèves de l'école du peuple pour les envoyer dans une formation bourgeoise, vous allez en faire des bourgeois, et à ce moment-là, ils ne seront plus au service du peuple. Bon, ça, non mais, alors, bon, ça peut se comprendre ça, comme raisonnement, mais c'est assez curieux quand même. Bon, aujourd'hui, a posteriori, ça peut paraître, mais on comprend le raisonnement, voilà. Vous savez, on a eu le même problème quand il s'est agi de réserver des places aux élèves de banlieue, c'était il y a déjà maintenant une vingtaine, trentaine d'années, aux élèves issus de la banlieue dans des classes prépa, pour favoriser leur accès dans les écoles, dans des grandes écoles, etc. On a entendu le même raisonnement. Et 15 ans après, dans Le Monde, il y avait eu, je me souviens, je dois avoir regardé quelque part, un article qui montrait que, beaucoup de ces élèves, certains, ils avaient adopté les pratiques, les mœurs, les mentalités des grandes écoles, et de Sciences Po en particulier. Et ils tenaient des discours qui les éloignaient complètement de leurs origines de banlieue. Alors, bon, voilà, alors, on peut toujours discuter de ces débats, mais je ne veux pas entrer sur ces débats, parce que c'est toujours des débats récurrents. Donc, en fait, il y a eu une opposition. Et c'est en 1924, quand le cartel des gauches arrive au pouvoir, qu'on va avoir... le débat va être pris en compte par le ministre de l'époque, qui était François Albert, qui a créé une commission de l'école unique. Clémenceau disait, quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Bon, donc il crée une commission dans laquelle il met un certain nombre d'intellectuels qui vont tous discuter. Elle est présidée par Ferdinand Buisson. Et alors tout le monde va discuter dans cette commission. C'est une idée qui est généreuse. Après tout, alors tout le monde est d'accord. Il y a une unité de façade. Mais il y a des points de désaccord. Alors en premier, il a fallu éliminer un problème, une première équivoque. Le dualisme. De quel dualisme parle-t-on ? Pour l'enseignement catholique, c'est le dualisme privé-public. Donc, l'Église catholique a eu peur qu'on veuille faire de l'enseignement un monopole de l'État, au détriment de l'enseignement catholique. Donc la droite catholique se méfie beaucoup de l'école unique. Bon, néanmoins, il y avait des chrétiens démocrates qui défendaient le principe de l'école unique, mais la majorité était méfiante. Bon, alors, le problème, c'est que l'idée de fond, c'est de passer de la situation d'ordre hermétique et verticaux, en quelque sorte, à des degrés horizontaux. On passe un degré, puis après on passe dans l'autre degré. Ça, c'est l'idée de base. Et alors, le problème, c'est qu'il y a un accord sur l'unité du premier degré. Ça, c'est quelque chose qui va faire l'accord.
Mais alors le désaccord complet, c'est sur ce que devrait être un second degré. Pour les tenants de l'enseignement primaire, tout l'enseignement obligatoire jusqu'à 13 ans, voire 14 ans, si on amène le certificat d'études à 14 ans, ça devrait relever entièrement de l'enseignement primaire. Bon. Les défenseurs de l'enseignement secondaire, représentés par un personnage que je vous ai mis, c'est le troisième, qui est Hippolyte Ducos, dont je dirai deux mots, eux, ils sont contre. Alors ils disent il faut faire dans le second degré, à partir de 11 ans, 11-12 ans, il faut faire un enseignement organisé en fonction de différentes choses. Autrement dit, il faut essayer de maintenir le statu quo, quoi. C'est ça qu'ils souhaitent. C'est un agrégé de lettres classiques, Hippolyte Ducos, qui est député de Saint-Gaudens. Il est resté député de Saint-Gaudens jusqu'à la fin de la 4e République. Il est mort au début des années 60. Et donc, Ducos, tout au long de sa présence au Parlement, mais il a été élu pour la première fois en 1924, donc jusqu'à la fin des années 50, c'est quelqu'un qui va défendre à fond l'enseignement secondaire et s'opposer à toutes les réformes. Ce sera il va mener une campagne contre le projet de René Billère, alors qu'ils sont dans le même parti, mais une campagne très virulente. Alors, la fusion du premier degré, c'est ce qui va se faire le plus simplement, le plus facilement, autour de 1925-1926. Dans ces années 30, il y a trois moments clés importants à retenir. Je vais pas. C'est d'abord la création de l'école élémentaire unique. C'est-à-dire que les classes élémentaires des lycées sont rattachées à l'enseignement, à la direction de l'enseignement primaire, en 1926. Bon. Les profs qui enseignaient dans les classes élémentaires de lycée, ils passaient un certificat d'aptitude, un concours particulier. Le CAPES, ça ne date que d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais il y avait un certificat d'aptitude pour enseigner dans l'enseignement élémentaire de lycée. Alors, on le supprime en 1927. Bon, mais on n'a pas supprimé les personnels. C'est toujours pareil. On n'allait pas, on fusionne le premier degré. Donc, tout le monde a le même programme. Ça dépend de la direction de l'enseignement primaire. Mais qu'est-ce qu'on fait des enseignants qui sont là? On ne les met pas à la porte. Bon. D'autre part, l'implantation dans les locaux, on va pas fermer des locaux pour aller en ouvrir d'autres à côté. Donc, en fait, ça va durer longtemps. On va avoir officiellement un seul enseignement élémentaire, mais on va avoir des situations différentes. Il faut attendre une ordonnance du 3 mars 1945 pour qu'on supprime l'implantation des classes élémentaires dans les lycées. Et encore, ça ne sera vraiment effectif qu'en 1960. Parce que, vous savez, entre le moment où une décision est prise, où elle est appliquée complètement, et ça n'écoule du temps. Néanmoins, ça a été un progrès. Alors, c'est fait ça par François Albert, sous l'autorité d'un personnage qui était président du Conseil, Premier ministre à l'époque, qui est Édouard Herriot. Alors Édouard Herriot, vous avez entendu parler d'Édouard Herriot, qui a été maire de Lyon du début du XXe siècle jusqu'à sa mort en 1957, qu'on a appelé le pape du radicalisme après la Première Guerre mondiale. Il était issu du milieu enseignant. Il était ancien élève de normale supérieure. Il était agrégé de lettres. Il avait été major à l'agrégation de lettres à 22 ans. Donc, il était bien formé. Il était issu du sérail. Et pourtant, il a contribué à casser, à casser le système secondaire pour faire fusionner l'ensemble. Alors, il ne pourra pas imposer une grande réforme, mais ils vont
instiller progressivement des petites réformes qui, mises bout à bout, font évoluer les choses. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail parce que, mais il y a une chose essentielle. Herriot donc a été président du Conseil jusqu'en 1926, après la rupture du cartel des gauches, et quand en 1926 les socialistes ils soutenaient sans participer dans le cartel des gauches. Vous vous souvenez l'expression peut-être. Bon, après il y a la rupture et on trouve une autre majorité, dans une majorité d'alliance avec la droite. Et c'est un gouvernement que forme Poincaré. Mais Poincaré prend comme ministre de l'instruction publique Édouard Herriot, qui va rester ministre de l'instruction publique jusqu'en 1928 à peu près. Donc là, il va prendre un certain nombre de décisions. Entre parenthèses, tous les deux sont venus inaugurer baptiser l'école nationale professionnelle de Tarbes, Jean Dupuis. Bon, mais ça c'est plus une anecdote. En décembre 1927, par décret, il décide que les cours de la 6e à la 3e seraient gratuits dans les lycées. C'est la première fois. Et ça va être le gros problème, la gratuité du secondaire, de 1927 à 1933. Décembre 1927, 6e, 3e, c'est gratuit dans les lycées. Parce que c'est gratuit dans les écoles primaires supérieures et dans les cours complémentaires. Donc, il faut commencer par ça. Décembre 1928, une tentative pour que toutes les autres classes soient gratuites échoue. Il faudra attendre décembre 1932 pour que tout le lycée soit gratuit. Et là, on va au-delà du premier cycle. On va aussi au second cycle. Alors évidemment, gratuit, ça veut dire que ça va être une charge pour l'État. Il faut que le ministre des Finances suive. Et d'autant plus que il y a un problème qui se passe. Quand ils ont fait toutes les réformes dans les années 20, les effectifs ont été en baisse à cause des classes creuses des gens qui ne sont pas nés pendant la guerre de 14-18. Mais à partir de 1919, il y a un boom démographique. Et 11 ans plus tard, ces gens-là arrivent en âge d'entrée en 6e. Et alors, on va avoir une explosion d'entrée en 6e, que ce soit une explosion dans les écoles primaires supérieures ou que ce soit dans les premiers cycles de lycée. Donc ça va représenter un réel coût. Bon, si on prend les 6e de lycée, et puis il y avait des collèges, mais les collèges étaient rattachés au secondaire. Ils n'avaient pas tout le cycle terminal. Il y avait 10 848 garçons en 1929 et 19 967 en 1939. Donc ça avait presque doublé le nombre d'élèves. Ce qui fait que décider de la gratuité, ça a un coût. Bon. Néanmoins, alors c'est pas ça qui les dérange. C'est pas ça qui dérange les partisans du secondaire. C'est pas le coût. Il faut trouver une barrière nouvelle. Est-ce que tout le monde va rentrer? Maintenant qu'on a donné si on instaure la gratuité en lycée, il n'est pas possible que tout le monde puisse y rentrer. Alors les défenseurs du secondaire ont obtenu une nouvelle barrière qui était l'examen d'entrée en 6e, qui a été décidé en 1933 et appliqué pour la première fois en 1934. Bon, un examen d'entrée en 6e, qui va durer jusqu'à la fin tout début des années 60, fin des années 50, pour rentrer en 6e de lycée. Donc vous voyez, ça a été déjà... Alors la gratuité, c'est un premier pas, mais on veut quand même mettre. Alors il faut qu'il n'y ait que les meilleurs. Alors au nom du mérite, on va prendre les meilleurs. Bon. Donc le débat continue, toujours sous la Troisième République, avec un ministre qui va qui est resté à cause de sa tragique disparition en 1944. Il avait été arrêté en 1940. Il faisait partie de ces députés qui étaient partis sur le bateau le Massilia pour rejoindre le Maroc, d'où théoriquement ils allaient reconstituer une assemblée nationale et d'où on pourrait poursuivre la lutte.
Bon, mais ils étaient partis avant que Pétain arrive au pouvoir, et donc après, ils se sont retrouvés dans une situation difficile. Et d'ailleurs, le 10 juillet 1940, ils n'étaient pas là pour voter les pleins pouvoirs à Pétain, ils n'étaient pas tous rentrés. Et beaucoup ont été arrêtés à leur retour. Dont Mendès France, d'ailleurs, qui lui s'est évadé, mais Jean Zay s'est pas évadé. Il a été libéré, sorti de sa prison en 1944 par la milice et assassiné. Assassiné et abandonné au coin dans une forêt. C'était un personnage prometteur, Jean Zay. Il est devenu ministre, il avait à peine la trentaine. Bon, vous me direz, aujourd'hui, on a vu mieux, mais à l'époque, c'était beaucoup. Il est devenu ministre, c'était pas du tout, il venait pas du tout du sérail de l'Éducation nationale, c'était un avocat et journaliste. Et il s'est retrouvé ministre de l'Instruction publique du gouvernement Blum en juin 1936. Et il est resté ministre jusque dans le gouvernement de Daladier qui a suivi, il est resté ministre jusqu'en septembre 1939. Le 10 septembre 1939, il a démissionné pour rejoindre l'armée. La guerre était déclarée, donc il a quitté sa fonction de ministre pour rentrer, pour rejoindre les drapeaux. Bon, puis après on sait la suite. Alors lui, il va mener un certain nombre de réformes. Dès l'été 36, une mesure symbolique, on prolonge la scolarité jusqu'à 14 ans. Bon. Et puis surtout, le 5 mars 1937, il dépose un projet de loi qui va tout réformer, mais qui n'a jamais été discuté. Bon, c'est un peu le triste sort de beaucoup de réformes de l'éducation, jamais été discuté vraiment. En commission, mais pour être abandonné tout de suite. Néanmoins, il y a un certain nombre de mesures qu'il prendra par la voie réglementaire. Alors, le plan de Jean Zay, il faut quand même le dire, en parler, parce que beaucoup de gens, il y a Paul Lapie, par exemple, travaille dans le cabinet de Jean Zay. Et on retrouve des jeunes qui sont dans le cabinet de Jean Zay, on les retrouvera par la suite dans le cabinet de René Billère. Si vous voulez, tous ces gens-là qui défendent des idées, ils se maintiennent à travers les cabinets et ils essayent de faire passer et faire avancer leurs idées en fin de compte. Alors, pour lui, il veut achever de transformer le primaire en premier degré en supprimant les petites classes des lycées et en ramenant le certificat d'études primaire à 11 ans. Parce que le certificat d'études primaires à 12 ou 13 ans, ça voulait dire que on ne pouvait pas rentrer en 6e à 11 ans. Alors, il y avait ce problème. Alors, en ramenant le certificat d'études primaires à 11 ans, ça n'a pas été... ça a été adopté, oui, ça, finalement, mais par petites touches, par décret. Après, ce qu'il veut surtout, c'est créer un second degré. Il voulait créer 3 sections dans les collèges. Une section classique, moderne et technique. Alors, ça, c'est important, parce qu'il intégrait l'enseignement technique dans les collèges. Bon. Avec un tronc commun entre ces différentes sections et des spécialités. Alors, les spécialités, comment les choisir ? Il voulait faire de la 6e une classe vestibule, disent les spécialistes, c'est-à-dire une classe d'observation. Une classe d'observation, et ensuite il y aurait une orientation vers les 3 autres filières. Bon. Alors ça, c'est une idée qui est nouvelle, c'est l'orientation. On n'en parlait pas jusque-là. Bon. Puisqu'on était dans une filière et qu'on y était tout le temps, il n'était jamais question de se réorienter ou de s'orienter. L'orientation, elle a été créée justement quand on a tout fusionné. Une anecdote, bien plus tard, dans les années 60, le Premier ministre, qui était pourtant un ancien enseignant, Georges Pompidou, était contre l'orientation. Et le président de la République de l'époque, quand un ministre était nommé, il avait l'habitude de lui dire de passer dans son bureau pour discuter avec lui. Il voulait pas savoir un peu ce qu'il avait dans le ventre, quoi, en gros. Et c'est Alain Peyrefitte qui raconte ça. Alain Peyrefitte, dans C'était de Gaulle, raconte plein de choses intéressantes. Alors, oui, c'est le seul ministre auquel de Gaulle
et autoriser Alain Peyrefitte de prendre des notes en Conseil des ministres. Ce qui n'est pas, ça se fait pas. Et puis, partout où il l'accompagnait, il prenait des notes, Peyrefitte. Et il lui avait dit de les publier plus tard quand il serait mort, lui, de Gaulle. Ce qu'a fait Peyrefitte quelques années avant de partir, ça donne 3 gros tomes, c'était de Gaulle. C'est très intéressant parce qu'il y a des conversations, etc. Et là, il révèle justement que quand il est devenu ministre de l'Éducation nationale, il voit de Gaulle, et de Gaulle lui dit il faut penser à l'orientation. Parce que s'il y a plusieurs voies dans un même établissement, comment les jeunes peuvent s'y retrouver? Il faut donc les aider à s'orienter. Bon. Alors Pompidou téléphonait au ministre après en disant « Quand vous serez passé chez le général, vous passez dans mon bureau. » Bon, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, Peyrefitte lui dit « il m'a parlé de l'orientation. » Il en est toujours avec cette connerie de l'orientation, etc. Bon, c'était rigolo de voir que De Gaulle, qui était un militaire, tout ça, pensait à l'orientation, alors que Pompidou, qui était un ancien enseignant, ne parlait pas d'orientation. Mais c'est que il était dans un cycle, lui aussi, Pompidou. Bon, je ferme la parenthèse. L'orientation, c'est une idée qui naît à ce moment-là. Et il va réformer le ministère, et ça c'est important, parce qu'on vous dit, réformer le ministère. Si, parce que quand vous réformez les directions administratives d'un ministère, c'est très important. Il avait créé une direction, 3 directions de degrés. Le premier degré, une direction de second degré et une direction d'enseignement supérieur. Par ailleurs, il a aligné les horaires et les programmes des premiers cycles de lycée et des EPS. Ça, c'est très important, en 1937. Voilà. Évidemment, la guerre est arrivée, rien ne s'était passé. Mais il y a un certain nombre de petites mesures qui allaient dans ce sens-là. Mais les idées de Jean Zay seront réutilisées plus tard. Voilà Jean Zay, à son bureau de ministre. Bon, la photo est un peu pixelisée, mais bon, vous voyez, il est né en 1904 et il est mort en 1944. Alors, on va vers une unification et démocratisation. Alors oui, je vais dire unification administrative. Démocratisation, il y a un débat. Démocratisation ou massification? Bon, ça, c'était un débat qui faisait rage quand moi j'étais enseignant. Vous avez dû en entendre parler, bon, certainement. La question reste ouverte. Avant, il faut dire 2 mots de la politique de Jérôme Carcopino sous Vichy, parce que Vichy n'est pas resté neutre. Bon, alors il y a eu 2 ministres de l'Éducation nationale sous Vichy. Jérôme Carcopino, qui a été membre au départ, et à l'époque où à partir de la fin 40, c'est-à-dire que à l'époque où c'est Darnan qui dirige le gouvernement. Après, en avril 1942, Carcopino ne sera plus ministre, il était en désaccord avec Laval, et c'est Abel Bonnard, un personnage qui était plus proche de Laval, qui deviendra ministre, mais qui ne fera guère de réforme. Carcopino, alors, c'est un grand universitaire, Carcopino. C'est le seul historien qui a été ministre de l'Éducation nationale. Bon. C'était un spécialiste de l'histoire romaine. D'ailleurs, il avait, avant la guerre, dirigé l'école française de Rome. C'était un grand universitaire. Il accepte de devenir ministre de Vichy. Et alors, évidemment, la première réaction, c'est une réaction contre l'école unique. Bon. Et contre l'enseignement primaire. Il y a des gens dans le gouvernement de Vichy et dans l'administration de Vichy qui sont contre la République, et pour eux, l'école primaire a été le symbole de la République. Donc, on commence par supprimer les écoles normales d'instituteurs. Ça a été supprimé. Ceux qui étaient les écoles normales, on les a mis dans des lycées. Mais on a fermé les écoles normales d'instituteurs. Et la loi du 15 août 1941 rétablit le professorat des classes élémentaires de lycée, supprime la gratuité de tout le second cycle. Vichy a supprimé la gratuité de tout le second cycle, et ils ont intégré les écoles primaires supérieures au second degré. Ils ont supprimé les écoles primaires supérieures. Bon. Évidemment,
lui, il avait une formation classique Carcopino et il a pris le parti de ceux qui défendaient le principe de l'enseignement secondaire. Alors les écoles primaires supérieures, il n'y a pas introduit de latin, mais il les a transformées en collèges modernes. Voilà. Sans classe terminale. Pour aller dans une classe terminale, il fallait rejoindre un lycée. Bon. Et d'autre part, il y avait eu créé des écoles de commerce et d'industrie, les débuts de la formation professionnelle, il les a transformés en collèges modernes et techniques. Ça, c'était aussi... Alors, il y a des éléments qui peuvent paraître des progrès. Bon. Alors, évidemment, il a pris des mesures, la suppression des EPS, lui, il a fait la fusion, finalement, de fait. Mais encore qu'il avait supprimé la gratuité. Donc c'est un retour en arrière. Bon, c'est donc une réaction. Bon, ce qu'il y a, il ne supprime pas les cours complémentaires. Et alors, qu'est-ce qu'on va constater après la guerre? C'est que les cours complémentaires, ils vont se substituer aux écoles primaires supérieures. Et ils vont changer de nom. Au début des années 60, en 1959, ils deviendront les CEG. Bon, donc il y a eu cette première tentative. Mais on arrive à la guerre. Et comme en 1919, après la guerre, il y a une remise en cause de tout le système enseignant. Bon. À Alger, il y avait un gouvernement provisoire dont était... Alors, dans ce gouvernement provisoire, il y avait un ministre de l'Éducation qui était René Capitan. C'est un nom qui vous dit quelque chose, peut-être. René Capitan était garde des Sceaux du gouvernement Couve de Murville en 1969, juste avant le référendum et le départ du général de Gaulle. Bon, c'est lui qui avait... enfoncé toute la campagne contre Madame Pompidou. Il avait enfoncé un peu Madame Pompidou parce qu'il détestait Pompidou, Capitan. Bon. Alors Capitan, il va défendre l'idée d'un nouveau système. Mais c'est à la Libération qu'est mise en place par lui une commission. À nouveau, on crée une commission. En novembre 1944. Une commission qui est présidée par un universitaire qui est la commission Langevin-Vallon, 1947, qui est présidée par le professeur Paul Langevin, un physicien, que vous avez là sur votre gauche. Et Langevin-Vallon va mourir au cours de l'année 44, fin de l'année 44, et il sera remplacé par un autre universitaire, mais qui lui était plutôt philosophe, Henri Vallon. Bon, les deux d'ailleurs ont adhéré à la Libération au Parti communiste, je le dis en passant, comme beaucoup d'intellectuels à la fin de la guerre. Alors, ils vont sortir un plan, le plan Langevin-Vallon. Alors, le plan Langevin-Vallon, c'est un plan mythique. Moi, j'en ai beaucoup, enfin, je ne sais pas, mais si vous participiez à des réunions sur les réformes, sur l'éducation nationale, etc., le plan Langevin-Vallon, tout le monde en parlait, comme du texte de référence qui n'a jamais été vraiment appliqué. Alors, comme tous les textes qui n'ont jamais été appliqués, on a tendance à l'idéaliser. Bon. Et alors, en fait, jusqu'à la fin du XXe siècle, évidemment, c'était le plan qui défendait la démocratisation. Il y avait deux écoles qui trouvaient un intérêt à ce plan Langevin-Vallon. Une école, ceux qui défendaient les structures de l'école unique s'y retrouvaient, puisque ça créait un système unique avec un système de degrés. Alors là, on mettait en place des degrés en fonction de l'âge. Donc il y avait suppression de toute barrière, et c'était tout gratuit, donc on avait suppression de toutes les barrières socioculturelles qu'il pouvait y avoir auparavant. Et puis, en fait, il y a aussi tout un plan pour utiliser des pédagogies nouvelles. Et alors là, tous les partisans de nouvelles formules pédagogiques, il y en a eu plusieurs, évidemment s'y retrouvaient. Bon. Alors, ça n'a jamais été appliqué. Bon. Alors, il n'y a pas eu d'effet immédiat, on pourrait le commenter, mais je ne veux pas m'éterniser, parce que ce qui est important, c'est que certains aspects
du plan Langevin-Wallon ont été mises en place par la suite. C'est un texte qui a servi de référence à beaucoup d'autres réformes postérieures. Sans pourtant retrouver toute la cohérence du plan. Parce qu'alors lui, il vous faisait un premier degré qui allait de 6 ans à 18 ans. Et le second degré, c'était dans le supérieur. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec des pincettes, parce que moi, plein de gens que j'ai connus qui étaient des défenseurs du plan Langevin-Wallon, je ne crois pas qu'ils aient voulu l'once d'application. Ils auraient voulu l'application de ce qui concernait les autres, mais pas eux, dans leur système. Bon, alors, il n'y a pas eu d'effet immédiat, mais ça a inspiré les réformes et les projets suivants. Alors, les projets suivants, il y en a eu des ministres sous la 4e République qui ont essayé de proposer des projets, toujours pour résoudre cette question de la tranche d'âge 11 ans, 15-16 ans. Cette tranche d'âge avant le lycée. Parce qu'au fond, tout le monde s'était mis d'accord pour un premier degré unique, jusqu'à 11 ans, et même pour un lycée. Sur le lycée, les gens étaient d'accord, mais c'était toute cette tranche intermédiaire qui a fait l'objet de débats, et jusqu'à 1975, et même après d'ailleurs, mais enfin, 1975 a marqué un aboutissement. Alors, en fait, on assiste à un immobilisme, parce qu'il y a un affrontement très violent de deux corps, parce que c'est toujours le même problème. On crée une nouvelle structure. Qui va enseigner dedans? Quelle formation? Alors vous avez les partisans qui défendaient l'enseignement primaire, qui disent « bon, ça doit être la formation des écoles normales, etc. etc. » Et puis vous avez les autres qui disent « ah mais non, 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 il faut aller dans le supérieur, etc. etc. » Voilà, on a toujours eu ce conflit. Et alors, comment faire? D'autant plus que tous ces gens-là, bon, globalement... les ministres de l'Éducation sous la 4e République, ça a souvent été des radicaux ou des socialistes. Vous savez que c'était un système... Bon, remarquez, aujourd'hui, on voit bien comment ça se passe. Il y avait 3 blocs à la Chambre des députés sous la 4e République. Il y avait le PC, très à gauche, qui ne voulait participer à aucun gouvernement, parce que nous étions dans la guerre froide. Il ne faut pas l'oublier. Et puis il y avait la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie. Donc il n'était pas question pour eux de participer à un gouvernement. Alors ils s'abstenaient pour l'investiture d'un gouvernement, éventuellement, ou ils votaient les projets au cas par cas, mais il n'était pas question de constituer une majorité. À l'autre bout, à partir de 1951, le RPF du général de Gaulle, qui est aussi beaucoup de députés, ne veut pas participer à un gouvernement. Il est contre le régime, il dit à ses militants il ne faut pas aller à la soupe, comme il disait, donc il ne participe pas non plus au gouvernement. Ce qui fait que les gouvernements, ce sont des coalitions, ça rappelle un peu la situation actuelle finalement, entre la SFIO, les socialistes les plus à gauche, et le CNIP, le Centre National des Indépendants et Paysans, les plus à droite. Bon. Et au centre, vous avez des radicaux, le MRP, un petit parti qui s'appelait l'UDSR, l'Union des démocrates sociaux de la résistance, dont Mitterrand était coprésident, et puis d'autres petits partis. Donc en fait, ils font des alliances. Bon, alors, quand la SFIO soutient, le CNIP est dans l'opposition, et quand le CNIP participe, la SFIO est dans l'opposition. Bon, en gros, c'est ça. Bon. C'est le même jeu que vous avez entre les LR aujourd'hui et le PS. Bon, c'est fou les similitudes. Bon, c'est le système parlementaire qui génère ça, quoi. Alors, mais quand même, ils s'entendaient parce que ils conservaient souvent les mêmes ministères. Le MRP tenait à avoir le ministère des Affaires étrangères. Et le fait est que le MRP a eu longtemps le ministère des Affaires étrangères. On pouvait changer de gouvernement, mais le ministère des Affaires étrangères restait le même. Et le MRP, eux, ils avaient eu une obsession, c'était la construction européenne. Bon, Robert Schuman est resté a souvent été ministre des Affaires étrangères. De la même façon, les radicaux tenaient à avoir le ministère de l'Éducation nationale. Bon, voilà. Et alors, le gros problème, c'était que la plupart des enseignants, ils votaient à gauche. Alors,
si vous alliez prendre parti pour qui? Pour les tenants du secondaire ou du primaire. Ce qui fait qu'il y a une timidité parlementaire certaine pour suivre les ministres qui réformeraient. Bon. Alors, le seul projet qui a été le plus important, c'est la réforme Billère. Alors, j'en parle d'autant plus que René Billère était des Hautes-Pyrénées. En 56-57. Mais elle n'a même pas été discutée. Elle n'a pas été plus loin que le stade de la commission de l'éducation nationale. Alors, on allait toujours dans le même sens. On allait toujours dans le même sens. C'est-à-dire, cette tranche d'âge, 11 ans, 16 ans, comment on fait? Alors, Billère propose des écoles moyennes d'orientation en 2 ans. Il crée une structure entre le premier degré et le second degré, qu'il appelle école moyenne, 6e, 5e. On va observer ce que les gens font, les élèves, etc., et on va les orienter. Et pour que ça fonctionne, on va faire collaborer les maîtres des 2 degrés. Voilà. Alors, on va faire travailler ensemble des professeurs de lycée et des professeurs de collège, de l'enseignement primaire, des instituteurs. Bon. Et ça ne sera ni primaire ni secondaire. Bon. Alors, il est évident qu'il y a eu une multiplication d'opposition au sein du monde enseignant. Alors, évidemment, les enseignants du primaire étaient d'accord, ceux du secondaire étaient contre. Et un des plus farouches opposants, alors il y a eu deux, trois farouches opposants à l'Assemblée, mais un des plus farouches opposants, ça a été un député communiste, dont le nom vous dira quelque chose, parce que je crois qu'il est mort aujourd'hui, mais enfin, il a quitté le PC il y avait très très longtemps, c'était Roger Garaudy. Ça vous dit quelque chose, Roger Garaudy. Bon, il a quitté le PC, puis il a fini, je sais pas, il a évolué différemment. Mais Garaudy avait été un des principaux opposants. Sur les bancs de la droite, il y a une opposante très forte, une des rares femmes députées, il faut le signaler, qui sera la seule femme qui sera ministre sous De Gaulle, c'est Marie-Madeleine Dienesch. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a eu comme ça une femme dans les gouvernements de Gaulle entre 59 et 69, c'est Marie-Madeleine Dienesch. Et puis, il y a dans son propre parti Hippolyte Ducos, le député de Saint-Gaudens, qui accuse Billère de tuer les enseignements classiques, les humanités classiques, de tuer le latin, le grec, etc. Bon, voilà. Alors, évidemment, la réforme, en juillet 57, en commission, on voit que ça passe pas, alors elle est abandonnée. Le prétexte, c'est que on a aussi la guerre d'Algérie, et que bon, le gouvernement a d'autres problèmes à traiter que la réforme Billère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Billère? Il a fait des choses quand même, parce qu'il a multiplié les constructions scolaires. Il a prévu quelque chose d'important, c'est qu'il fallait prévoir que dans le second degré, à l'arrivée en 6e, à partir des années 60, le même phénomène qu'on avait connu dans les années 30, toutes les populations nombreuses, les fameux boomers, qui arrivent en 6e, à la fin des années 50, au début des années 60, on va manquer d'enseignants dans le second degré. Par conséquent, il a créé l'IPES, qui était un institut de préparation à l'enseignement secondaire. Autrement dit, c'était un pré-recrutement d'étudiants qui allaient avoir un engagement, allaient devoir s'engager pendant 10 ans à travailler dans l'éducation nationale, qui passaient le CAPES avec le bénéfice de l'écrit, et à deux reprises, et donc il a recruté comme ça à tour de bras, et ils étaient payés. Ce qui a permis à des gens de milieux modestes de pouvoir suivre des études supérieures payées. Alors là, il y avait une opposition. Alors là, par contre, les syndicats du second degré soutenaient Billère, mais ils ne le soutenaient pas sur son projet de réforme. Par contre, les syndicats du premier degré
ne soutenait pas Billère parce qu'il disait mais ça va détourner des gens de l'école normale d'instituteurs, parce qu'ils y touchaient un salaire, c'était une rémunération, vers l'IPES et vers le second degré. Bon, bref, l'IPES a été une institution qui va durer jusque sous Raymond Barre. Bon, il a aussi développé le technique, et ça c'est important. La transformation des écoles professionnelles en lycées techniques, et puis la création de l'INSA, des INSA, la première INSA étant créée à Lyon. Et puis aussi, il a jeté les jalons de la création des zéniths. Bon, bref, et pas des zéniths, des éniths, hein, bon, les voisins à côté. Bon, il y a aussi quelque chose, il a supprimé l'examen d'entrée en sixième, hein, et remplacé par un dossier. Voilà. Bon, alors, mais cette réforme a échoué. Et alors, pour l'anecdote, il arrive la Ve République, et dans le premier gouvernement que forme De Gaulle en 1958, après le 13 mai, c'est un gouvernement soutenu par différents partis de l'Assemblée nationale. Je rappelle que dans le gouvernement de De Gaulle, le dernier gouvernement de la IVe République, vous avez Guy Mollet, ministre d'État, hein, Antoine Pinay aussi. Les partis sont représentés dans le gouvernement. Les partis qui existent et qui le soutiennent à la Chambre des députés sont membres du gouvernement. Alors, il a comme directeur de cabinet Georges Pompidou. Et Pompidou et Billère ont été élèves ensemble à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm dans les années 30. Et c'est par Pompidou que De Gaulle propose à Billère de devenir ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement. Mais il a refusé. Pour diverses raisons, il a refusé. Et alors, c'est lui qui a conseillé Berthoin. Berthoin, qui était un radical, qui n'avait pas grand-chose à voir dans l'éducation nationale, mais qui était un homme qui était préfet avant, qui avait été préfet plutôt. Et Berthoin est devenu ministre de l'Éducation nationale en 1959. Alors, ils ont essayé de s'adapter au mieux à la situation. Avec Berthoin, lui, il a créé un cycle d'observation 6e, 5e. Hein, en supprimant le latin au premier trimestre de 6e. Hein. Moi, je sais que je n'avais pas fait de latin au premier trimestre de 6e. Et le prof de français qu'on avait, qui allait enseigner le latin ensuite, il nous disait tout le temps « au mois de janvier, le latin, on va séparer le bon grain de l'ivraie, le latin est roi ». Bon, il était un peu particulier. Mais donc, il avait supprimé ça et il avait transformé, c'est lui qui a débaptisé les cours complémentaires en CEG. Et ils ont étendu les CEG sur 4 ans. Bon. Donc, en fait, on avait soit le premier cycle de lycée, soit le CEG. Bon. Mais il n'a rien prévu, surtout pas toucher au brassage des maîtres, hein. Chacun reste chez soi, pas de problème. Il y aura seulement 1% des élèves qui changeront d'établissement au bout des 3 mois. 1% des élèves. Bon. Alors, cette réforme, elle avait pour but de calmer le jeu. On va avoir une autre réforme, qui est la réforme Fouché-Capelle, qui crée le CES en 1963. Christian Fouché, ici vous connaissez Christian Fouché, bon, vous avez tous, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose. Il était ministre de l'Intérieur en mai 68. Donc, pour ça, on doit se souvenir de lui. C'était un diplomate. Hein. C'était quelqu'un qui avait travaillé dans la diplomatie, etc., qui n'avait rien à voir avec l'éducation nationale. Et il a été nommé ministre de l'Éducation nationale en 1963. En 1961, pardon. Il avait succédé à quelqu'un qui était décédé, oui. Et lui, il va ouvrir ce qu'on a appelé le collège d'enseignement secondaire. C'est une réforme de 1963 appliquée à la rentrée 64. Alors, j'ai mis Capelle, parce que on parle de la réforme Fouché-Capelle. Le recteur Jean Capelle, c'est un personnage qui a exercé une grosse influence de la fin des années 50 jusqu'en 66-67 au ministère de l'Éducation nationale. On peut dire que c'était peut-être un directeur, il était directeur de la pédagogie, mais en fait,
c'était le ministre occulte. Hein. Et c'est lui qui a mené toute cette bataille. Capel, il s'était distingué, là, on le voit aux côtés de René Billère, c'est lui qui a ouvert la première INSA à Lyon en 1957. Hein. Il a travaillé à partir de là avec beaucoup, c'était un mathématicien, et qui est devenu ensuite recteur. Il a beaucoup travaillé avec les ministres successifs. Alors encore une fois, vous avez des ministres qui changent, mais dans les cabinets, on a souvent les mêmes personnes qui influent. En plus, Capel, c'était peut-être lié à sa taille, quoique Billère était petit. Mais Capel, il s'entendait bien avec De Gaulle. Il avait l'oreille du général de Gaulle. Et c'était lui qui défendait l'idée de l'orientation. Bon. Bon. Alors, je reviens à ça. La réforme Fouché, selon la formule du ministre, c'est mettre tout le monde sous le même toit. Alors, on va créer une institution nouvelle, le CES, à côté des premiers cycles de lycée et à côté des CEG. Parce qu'on a un problème aussi, arrive en sixième, donc toutes ces fortes générations du baby-boom en 1959-1960. Hein. Surtout dans les quartiers urbains. On a créé, à un moment donné, 800 000... il y avait 800 000 élèves qui arrivaient, à un moment donné, par an. Au début des années 60. On a construit rapidement des collèges, des CES, en particulier le fameux modèle Pailleron, hein, qui a cramé par la suite. Alors, et dans les chefs-lieux de canton, on crée des collèges. Bon. Alors, le problème était que ces collèges nouveaux qu'on crée, eh bien, on va leur donner une architecture, enfin, un contenu qui va non pas fusionner, mais rassembler les trois filières. Il y a 4 sections existantes dans le CES, 4 sections différentes, encore que il y a 2 sections secondaires et 2 sections primaires. Les 2 sections secondaires, bon, c'est un peu limite parce qu'il y a les classiques et les modernes. Hein. Bon, il y avait les classiques et les modernes, bien. Et puis, il y a 2 sections primaires qui sont modernes courts. C'est comme ça qu'on l'appelle. En fait, c'est le même programme que les CEG. Et puis, il y a les classes de transition. Les classes de transition qui regroupent tous les ex-fins d'études primaires, hein, et qui seront remplacées en 72 par les CPPN et CPA. Mais, alors après, pour enseigner là-dedans, il y a 3 types d'intervenants. Les intervenants de type 1, de type 2, de type 3. Bon. C'était un peu cette classification que je suis rentré encore dans l'éducation. Moi. Les 2 premières sections, secondaire, classique et moderne, c'était des profs du secondaire, type 1, c'est-à-dire certifiés agrégés. Voilà, en gros, voilà. Et puis, dans le type 2, ben, c'était les PEGC. Hein. Un corps qui a été créé en 1964, officiellement, en 1964, qui était bivalent, etc., mais qui était toujours dépendant de la direction du premier degré. Et puis, dans le type 3, eh bien, c'était des instituteurs spécialisés qui intervenaient dans les classes de transition. Bon. Alors, dans le CES, vous aviez ces 3 voies. Elles étaient sous le même toit, mais on ne mélangeait quand même pas les élèves, ni les profs. Bon. Alors, c'était considéré comme un progrès. Bon. Comment on a créé les CES? Où a-t-on implanté des CES? Là où il y avait des collèges CEG à fort effectif, on les a transformés en CES. Hein. Là où il y avait des premiers cycles de lycée à faible effectif, on a fermé les classes de 6e à 3e et on a créé un CES en fusionnant ça avec des collèges environnants. Bon, bref, il y a eu beaucoup de confusion. Et tout ça nous amène donc... Alors, c'est un premier pas, quoi. Et tout ça nous amène à 1975, avec la réforme Abi qui crée le collège unique en 1975. Alors, voilà le ministre René Abi. René Abi, c'était un prof agrégé de géographie qui avait fait une thèse, d'ailleurs. Il avait fait une thèse sur les houillères de Lorraine. Quand j'étais étudiant... avant qu'il ne devienne ministre,
on nous conseillait, tout le monde nous conseillait, les houillères de Lorraine, bonne thèse. Après, quand il a été ministre, hop, selon la couleur des enseignants, on conseillait ou déconseillait la thèse de Haby. Bon, ça c'est une anecdote. C'est comme, vous savez, le père de Pompidou avait écrit un dictionnaire d'espagnol avec un gars qui s'appelait Maraval. Alors selon qu'on vous disait « regardez le Pompidou » en espagnol ou « regardez le Maraval », vous aviez déjà une idée de l'orientation de celui qui vous conseillait le dictionnaire. Bon, René Haby est devenu recteur après avoir travaillé et avoir collaboré avec le fameux recteur Capel. Hein. Donc il est aussi dans le bain, lui. Et nommé ministre dans le gouvernement Chirac sous Giscard d'Estaing en 1974, il va proposer le 11 juillet 1975 la réforme dite du collège unique. Et c'est lui qui va tout faire fusionner. Les premiers cycles de lycée, les CEG et les CES disparaissent. On n'en fait plus qu'un seul et même établissement. Le lycée est repoussé à la seconde. Hein. En ce qui concerne le lycée d'enseignement général et technique, et puis aussi les CET, hein, les CET, collège d'enseignement technique, deviennent lycées d'enseignement professionnel, avec des secondes d'enseignement professionnel, etc. Autrement dit, lui, il simplifie, si vous voulez, la structure administrative. Il y a 3 directions ministérielles, école, collège, lycée. Bon, et il impose une structure horizontale, par degré, à la place de l'ancienne structure verticale. Donc, c'est la fin de cette bagarre commencée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il met un terme à ça. Alors, il supprime les filières en 6e, 5e, mais à partir de la 4e, on introduit des options. Hein. La langue vivante 2, le latin, le grec éventuellement. Bon, et puis alors après, pour ceux qui ne sont pas très très bons, qu'est-ce qu'on fait? C'était là qu'il y avait le problème. On a créé les CPPN, CPA, on les a maintenus. Bon. Alors, la nouveauté, c'est que les enseignants étaient interchangeables. On pouvait nommer, hein, le chef d'établissement pouvait nommer qui il voulait, n'est-ce pas, dans telle classe et dans telle classe. Il n'allait pas, théoriquement, réserver les classes les meilleures, qui avaient le profil des lycées avant, aux professeurs agrégés ou certifiés. Il pouvait y nommer des PGC. Voilà. Alors, selon la taille de l'établissement, etc., vous aviez des conflits énormes. Hein, vous aviez des conflits. Dans les anciens premiers cycles de lycée, bon, c'était les profs de type lycée qui ont le plus souvent conservé leurs avantages, leurs pratiques, leurs classes, etc. Mais dans les anciens collèges CEG ou essentiellement, c'était les profs de type GC qui conservaient aussi leurs avantages. Bon, hein. Bon, c'est compliqué. Moi, mon premier poste titulaire dans le Nord, c'était un ancien CEG. Le principal m'avait dit « Vous aurez des 4e et des 3e quand vous aurez fait vos preuves. » Voilà, bon. Et il y avait un seul poste de certifié d'histoire. Mais bon, c'était comme ça. Hein. Il y a eu des... Alors, c'était très tendu à l'époque quand même, hein. D'autant plus qu'il y avait un syndicat, le syndicat national des instituteurs et PEGC, qui était très fort pour défendre la catégorie des PEGC, très puissant. Et puis vous aviez en face le syndicat national des enseignements secondaires, le SNES, qui défendait à fond les autres. Et c'était le conflit. Et le conflit quasiment permanent, ça a été très tendu. Bon, alors, en fait, si vous voulez, c'est la fin des vieux de la division verticale du système scolaire. Tout le monde suit les mêmes cours, etc. Alors, évidemment, on peut dire que le bilan, c'est qu'il y a une même structure globalement pour tout le monde. Ça, c'est une même structure administrative globale aujourd'hui, mais
après, le conflit entre les enseignants issus des corps de premier degré et des corps de second degré, bon, il n'a pas disparu tout de suite. Il a disparu, quand j'ai pris ma retraite, ça avait pratiquement disparu, parce qu'il a disparu par extinction des corps. Hein. Bon. Et puis après, il y a eu des fusions de corps aussi. Hein. Bon, l'intégration dans le corps des certifiés, des PGC, etc. Bon, tout ça, ça s'est fait progressivement, mais non sans bagarre d'ailleurs, hein, syndicale. Et puis il y a eu le rôle des IUFM. Quand Jospin a supprimé les écoles normales pour créer l'IUFM, eh bien, il supprimait le moule initial, quoi. Hein. Bon, donc ça, c'est une affaire qui est derrière nous. Mais le problème de fond, c'est que, qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce que tous les élèves, comment on mélange tous les élèves? Ça, c'est un problème qui n'est toujours pas résolu. Hein. Dès 1978, le successeur de René Haby, Christian Belac, disait « Le collège unique, ce n'est pas le collège uniforme. C'est le lieu où doit se réaliser l'égalité des chances et où pour cela, la personnalité de chaque élève est prise en compte par une pédagogie adaptée et différenciée. » Ça, c'était le grand mot, fait de la pédagogie différenciée. Bon, sauf que comment on fait avec des classes? Parce que Haby avait dit, il n'y aura pas une classe de plus de 24 élèves. Voilà, c'était ça, hein, puisqu'il supprimait les dédoublements. Parce qu'il faut dire que dans les premiers cycles de lycée, il y avait des dédoublements importants. Hein. Or, bon, donc, voilà. Alors, il y a le problème de la pédagogie, le problème des moyens. Alors, évidemment, en 81, 84, il y a eu une période d'euphorie énorme, si vous avez connu l'époque, pour ceux qui étaient enseignants, quand Savary a été ministre, il n'a pas proposé de réforme, Savary. Il a demandé à chaque établissement de faire ses projets, ses réformes, etc. Et après, on ferait un bilan de tout ça. Alors, ça a été un remue-ménage extraordinaire, où tout le monde y est allé de ses projets, etc. Voilà. Et puis, Chevènement a sifflé la fin de la récréation en 84 en imposant un certain nombre de règles. Il a introduit, lui, les voies technologiques. Hein, c'est lui qui a introduit les voies technologiques pour essayer de développer la filière technologique ensuite. Et Monory l'a suivi. Il n'y a pas eu beaucoup de différences. Il y avait plus de différences entre la politique pédagogique menée par entre Savary et Chevènement qu'entre Chevènement et Monory. Bon. Et en 1993, il y a un jeune homme politique qui s'appelle François Bayrou qui publie un bouquin qui s'appelle « La décennie des mal appris au début des années 1990 » et qui va faire toute sa campagne, n'est-ce pas, avec un article d'ailleurs, et avec un slogan, et un article, à la suite d'un article du Monde, « Collège unique, collège unique ». Alors que c'était Giscard d'Estaing qui avait créé le collège unique. Hein, bon. Et au point que Haby, âgé, en 1993, il est mort en 2003, il était sorti de sa retraite pour publier un long article dans Le Monde pour justifier le collège unique. Bon, autrement dit, et le débat continue. Et tout récemment, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il a proposé quand il a été ministre de l'Éducation nationale? Il a proposé des groupes de niveau. À faire des groupes de niveau. Bon, alors, aussitôt tollé chez les enseignants, et c'est tout le débat qu'il y a eu dans les collèges. Hein. Les groupes de besoins, c'est-à-dire que c'est des groupes à géométrie variable, en fonction des besoins des élèves, etc. Tandis que le groupe de niveau, c'est un truc où on va enfermer certains dans un coin et d'autres dans l'autre. Bon. Donc, en fait, le problème de fond, le problème pédagogique, si vous voulez, il n'a pas été résolu. Il n'est toujours pas résolu. Hein. Et ça, vous devez peut-être le voir à travers vos petits-enfants ou autres. Il n'est toujours pas résolu. Ils ont résolu le problème de structure et le problème du corps enseignant. Ça, maintenant, tout ça, c'est unifié. Mais le reste, non. Voilà. Et ça a été le gros débat du XXe siècle. Voilà. Mais là, j'ai fini. Bon, la prochaine fois, on parlera de l'enseignement féminin. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'enseignement féminin. Bon, et puis essayer d'aborder comment ils ont créé, ce qu'on appelle parfois la scolarisation de l'enseignement professionnel. Bon, voilà. Et comme ça, on sera au courant quand on abordera les structures des Hautes-Pyrénées. Bien. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse
utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.